Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, André Pelchat souligne l'arrivée prochaine du temps des fêtes. Geneviève Boutin nous dévoile les derniers développements concernant le service d'entraide des hauts-reliefs. Et Jean-François Verrette de Culture Centre du Québec nous parle d'artisanes de la région. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle chronique, la dernière avant le temps des fêtes, avant Noël. Alors, j'ai pris un petit sujet de circonstance. Le premier arbre de Noël au Canada. L'arbre de Noël, ça fait tellement partie du paysage au Québec que comme ailleurs en Occident, que la plupart des gens, c'est compréhensible, là, ont tendance à ignorer que ça n'a pas toujours existé. En particulier, en Nouvelle-France, cette coutume-là était totalement inconnue, la coutume de décorer un sapin à Noël. Nos ancêtres connaissaient pas ça. Les voisins des colonies anglaises la connaissaient pas non plus. C'est une coutume qui est d'origine allemande et qui visait à célébrer le solstice d'hiver. Donc, la journée la plus courte et après ça, bien, les journées rallongent. C'est une coutume d'origine allemande au départ et c'est dans l'Antiquité, ça remonte très loin, dans l'Antiquité, les tribus germaniques qui décoraient à cette époque de l'année leur maison avec des branches de sapin, qui est un arbre toujours vert et donc symbole de renaissance de la nature. Ça a d'abord été combattu par l'Église comme une coutume païenne. Éventuellement, ça a été christianisé à l'époque médiévale. Et on a remplacé progressivement les branches de sapin par un arbre au complet. On a parlé pour la première fois d'arbre de Noël. L'expression apparaît en 1521. Et c'est au 17e siècle seulement qu'on commence à illuminer les sapins avec des chandelles. Mais comment cette coutume-là est arrivée au Canada? Ben, ça a pris rien de moins qu'une guerre, plus précisément la guerre d'indépendance américaine. Alors, le roi George III et le Parlement, on était une colonie britannique à cette époque-là, et le Parlement britannique réalise vite que les effectifs de l'armée britannique sont très insuffisants, sont éparpillés dans un immense empire, sont incapables d'écraser la rébellion, et en plus, les rebelles bénéficient d'une certaine sympathie dans la population anglaise. Donc, le roi étant d'origine allemande, il n'est pas seulement roi d'Angleterre, il est aussi prince de Hanovre. C'est un des nombreux États qui composaient l'Allemagne de l'époque, qui n'était pas un pays unifié. Donc, le roi fait d'abord appel aux troupes de sa principauté allemande et, comme c'est encore insuffisant, signe une série de traités avec d'autres princes allemands qui lui fournissent des troupes. C'est donc environ 4000 soldats allemands qui débarquent au Québec en 1776 sous le commandement du général baron Frédéric Riedesel, qui lui vient du duché de Brunswick. Son épouse, Frédérica, va le rejoindre l'année suivante, accompagné de leurs 3 filles, et le baron est fait prisonnier cette même année dans une offensive qui tourne mal dans l'État de New York. Il va rester prisonnier jusqu'en 1781. Là, il est libéré. On le stationne à Sorel, où on lui construit une maison construite spécialement pour lui. Et c'est dans cette maison-là que, pour fêter leur retrouvailles, Frédérica décide de donner une grande fête, mais de faire une fête dans le style allemand, le jour de Noël. Alors, c'est là que les invités, des officiers anglais, des gens de la région, découvrent dans le salon, pour la première fois de leur vie, un sapin décoré de fruits et de chandelles. C'est le premier arbre de Noël au Canada, ce 25 décembre 1781. Il y a une plaque commémorative trilingue qui souligne l'événement devant la maison en question, qui est encore debout à Sorel. À la fin de la guerre, les Riedesel vont retourner au Brunswick. Ils vont y avoir une 4e petite fille qu'ils vont appeler Canada. Et c'est leur histoire à eux. Ceci dit, la coutume de l'arbre de Noël n'a pas été adoptée au Canada à cette occasion-là, à cette époque. Et l'arbre qu'ils ont dressé à Sorel va rester longtemps le seul à avoir dressé au pays. C'est seulement au 19e siècle que la coutume va revenir parce que la reine Victoria va épouser un prince allemand et qui, lui, va faire dresser un arbre de Noël au palais. Et donc, ça va devenir, la presse va en parler, ça va devenir à la mode. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre dernière chronique de l'année. Alors, je vous souhaite à tous un joyeux temps des fêtes. Bonjour Geneviève. Bonjour! Geneviève, tu es chargée de projet à la municipalité de Notre-Dame-de-Ham, mais tu t'impliques aussi auprès du service d'entraide des hauts-reliefs.
Oui, exactement. Je m'implique pour le service d'entraide là, depuis 2015, depuis ses tout débuts. Parle-moi donc un peu de cet organisme-là. Comment est-ce qu'il fonctionne, puis quel territoire exactement il couvre? Oui, ben le service d'entraide, en fait, est devenu actif en 2015 là, parce que la municipalité de Chesterville, Notre-Dame-de-Ham, Anna et Saint-Martin canadien ont voulu offrir des services de proximité là, à nos citoyens, notamment le service de distribution alimentaire là, qu'on offre aux 2 semaines avec la sécurité alimentaire de Vito. D'accord. Puis vous visez quel type de clientèle, si vous me permettez l'expression? Je dirais que la majorité de notre clientèle, c'est les personnes là, en milieu défavorisé, mais selon les projets, là, parfois, là, on a des gens de tout catégorie d'âge et de revenus là, qui s'impliquent, là, soit en cuisine, soit pour notre escouade anti-gâchis. D'accord. Puis c'est principalement des services alimentaires que vous offrez. Oui, majoritairement, mis à part dans les cliniques d'impôt où parfois on fait des activités par enfant sur différentes thématiques, là, mais majoritairement, on s'oriente vers l'aide alimentaire là, aux citoyens. Et cet automne, vous avez eu un petit coup de main de la part du Mouvement des Jardins. Effectivement, on a reçu 25 000 là, pour pouvoir aménager une nouvelle cuisine pour notre projet de transformation alimentaire. Donc, cet été, on a commencé là, à transformer quelques denrées là, qu'on a reçues, entre autres d'Arte Récolte et de donateurs privés. Mais on faisait le tout dans des cuisines de centres communautaires, souvent mal aménagées pour transformer en gros volume. Donc, le coup de pouce de Desjardins là, nous permet d'avoir une cuisine professionnelle là, prochainement. Parce qu'avez-vous eu une demande accrue ces dernières années? La demande, oui, a quand même énormément augmenté. Là. Lorsqu'on a commencé à offrir le service, il y avait 4 usagers qui utilisaient le service de l'aide alimentaire à Victoriaville. Depuis ce temps-là, maintenant, c'est une quarantaine de familles qui sont inscrites là, annuellement, qui viennent utiliser nos services. Et c'est ça, avec le volet transformation alimentaire, là, on rejoint aussi une autre clientèle, là, peut-être une vingtaine de personnes là, provenant de différents milieux. Puis aussi, dans votre transformation alimentaire, vous avez certains points de vente aussi pour différents aliments que vous préparez. Ça vous aide à votre financement annuel. Oui, c'est ça. En fait, le tiers de ce qui est produit par l'organisme est revendu pour financer là, à 100% la distribution alimentaire puis le projet de transformation. Sinon, le reste est donné là, dans les paniers alimentaires puis aux bénévoles là, qui s'impliquent dans nos projets. Parfait. Alors, pour les gens de ces municipalités-là qui voudraient faire appel à vos services ou en savoir un petit peu plus, où est-ce qu'on les dirige? Ils peuvent me contacter au bureau municipal à la municipalité de Notre-Dame, donc au 819-344-5806. Moi, je procède à leur inscription là, et je leur parle de nos différents services. Parfait. Puis est-ce que vous avez une page Facebook ou un site web pour le service? C'est vraiment, l'information est relayée sur les sites web là, de nos municipalités qu'on touche. On n'a pas de site web là, à nous. D'accord. Donc, on s'adresse directement aux municipalités et le suivi va se faire. Exactement. Bon, ben excellent. Merci beaucoup pour votre temps, puis un bon temps des fêtes. Ben merci. Bon temps des fêtes à vous aussi. Bonjour à tous. À l'approche des fêtes, j'ai décidé de vous parler de 3 artistes en métier d'art de la région. Emmanuel Lessard de Plessisville, Lucie Masse de Création Deuxième Vie à Victoriaville et Amélie Roberge de la fabrique Paparman à Tingwick. Céramiste et sculpteur de formation, Emmanuel Lessard fait de la poterie à base d'argile, plus précisément du semi-grès. Son éventail de céramique comprend des tasses, des verres, des saladiers, des pots à ustensiles, des bouteilles, des bols à soupe, des bols à laine et bien plus encore. Il est possible de se procurer ces pièces au marché de Noël de l'Espace Sophia les 12 et 13 décembre à Sainte-Sophie d'Halifax et il sera en compagnie d'une vingtaine d'autres exposants. Certains de ces articles, des bols à laine et des tasses, sont en vente à la boutique Les Mains Filées à Victoriaville. Pour en apprendre plus sur l'artiste et pour voir quelques-unes de ses créations, rendez-vous sur son site internet dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. Pour passer une commande, vous pouvez aussi joindre directement Emmanuel par courriel. Vous êtes plutôt à la recherche de bijoux? Faites connaissance avec Lucie Masse de Création Deuxième Vie qui confectionne des bijoux avec des ustensiles et des matériaux recyclés, ce qui fait l'originalité de ses créations.
Vous y trouverez notamment des boucles d'oreilles ou des colliers faits à base de fourchettes, de fermetures éclairs et autres objets du quotidien. Pour voir ces créations, rendez-vous sur sa page Facebook ou son site web dont les adresses apparaissent au bas de l'écran. C'est une belle découverte que la fabrique Paparman, décrite par sa fondatrice Amélie Roberge comme une fusion entre l'art et l'artisanat traditionnel québécois. On peut notamment retrouver dans sa boutique des crânes d'animaux peints, des crânes de cerf, de vache, de pécan, de renard, aussi des boucles d'oreilles à partir de dents de coyote et de piquants de porc-épic, des housses de coussins, des tapis en crochet et des éponges à récurer. À sa gamme d'articles s'est ajouté de nouveaux produits, les délices forestiers. On y trouve des gelées d'épinettes, de sapin et de cèdre, des pousses de sapin mariné, du sirop de lilas et la tisane de thé des bois ou de tucilage. Pour se procurer des articles de la fabrique Paparman, il faut se rendre sur la boutique en ligne, dont l'adresse apparaît au bas de l'écran, ou contacter directement Amélie via sa page Facebook. En terminant, je vous rappelle l'importance de consommer local et vous invite à encourager les artistes et artisans de la région pour vos suggestions ou choix de cadeaux. Consultez les boutiques en ligne et surveillez les marchés de Noël qui auront lieu un peu partout dans la région. Et de grâce, soyez prudents et passez de belles fêtes en sécurité. Merci et à bientôt. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques et entrevues. À bientôt. Nouveau propriétaire. Le propriétaire a le droit de vendre son immeuble au moment où il le veut. Cependant, il doit vous faire connaître l'identité du nouveau propriétaire locataire. Celui-ci ne peut résilier le bail et il doit le respecter en entier avec les mêmes conditions. Le bail est renouvelable au même titre qu'il l'était avec l'ancien locataire. Le nouveau propriétaire peut, sous certaines conditions, apporter des modifications au bail, comme changer le chauffage central inclus au bail, mais il doit offrir au locataire une diminution de loyer équivalente au coût du chauffage pour le logement. C'est le même principe s'il veut retirer des stationnements, des espaces de rangement ou autres conditions de location inscrites au bail. S'il veut investir et améliorer l'apparence de l'immeuble, il ne peut exiger une augmentation de loyer pour couvrir ses frais.